Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la respiration. La respiration, c'est un phénomène que tout le monde pense connaître et pour l'essentiel, qui donne ça. Et bien ça, pas de bol, ce n'est pas la respiration. Ça, c'est de la ventilation pulmonaire. C'est-à-dire que les poumons, c'est une surface d'échange entre l'air et le sang. Et pour l'essentiel, quand j'inspire, j'absorbe un gaz qui est l'oxygène, qu'on peut écrire comme ça, O2, et quand j'expire, j'émets au moins deux gaz, le dioxyde de carbone, CO2, et la vapeur d'eau, H2O. Et là, immédiatement, je réalise que ce n'est pas possible. Et oui, parce que l'oxygène tout seul ne peut pas donner du carbone, l'oxygène tout seul ne peut pas donner de l'hydrogène, et encore moins de l'eau. Il y a donc quelque chose qui manque à gauche. Cette réaction chimique-là, elle manque de son réactif principal. Mais on peut assez facilement découvrir ce que c'est. Regardez, ici j'ai du carbone, donc il me faut du carbone à gauche. Ici j'ai H2, il me faut donc H2 à gauche. Et si je fais le bilan des oxygènes, là j'en ai deux, ok, mais là j'en ai un. Donc il me faut CH2O. Et CH2O, ou chaud, on reconnaît immédiatement la formule de base de la matière organique. Celle-là même qui est fabriquée par les plantes. Mais alors elle vient d'où dans la respiration? C'est là qu'on voit très bien que ça ne va pas. La matière organique, par exemple le glucose fabriqué par les plantes, rentre pas dans l'air. Il n'est pas dans l'air le glucose. Le glucose, il est là. Il est dans ce qu'on mange. Dans cette boîte de céréales que j'ai piquée à ma fille, pour 100 grammes, j'ai 73 grammes de glucides. Donc pour l'essentiel, les glucides, là, qui ont cette formule de base-là, proviennent de l'alimentation. Et du coup, si j'écris la formule chimique du glucose, que tout le monde connaît maintenant, hein, c'est C6H12O6. Ça va me donner un équilibre chimique avec 6 carbones, que je mets à droite. Là, j'ai H2, et là j'en ai 12, donc il m'en faut 6. 6 fois 2, 12. Et en oxygène, là j'en ai 6, et là j'en ai 12. Donc là j'en ai 6, et il me faut donc 6 O2 pour avoir l'équilibre. Là déjà écrit comme ça, c'est beaucoup plus correct. Pour l'essentiel, la respiration en réalité, ça consiste à détruire le glucose en petits morceaux, c'est-à-dire en atomes de carbone isolés avec les deux atomes d'oxygène. C'est-à-dire que je prends une molécule qui est structurée dans l'espace, comme le glucose, là, une molécule carbonée avec 6 atomes de carbone. Je casse toutes les liaisons qu'il y a entre chaque atome de carbone et je fabrique donc un gaz où tous les carbones sont disséminés dans l'air. Alors maintenant on peut se poser la question de mais à quoi ça sert d'avoir fait ça? Ben, c'est très simple et vous le savez en fait depuis très longtemps, le glucose c'est l'énergie. Et ce glucose, quand on le casse donc, on libère l'énergie qui était contenue à l'intérieur de chacune de ces liaisons. Parce qu'en fait l'énergie du glucose elle est là. L'énergie du glucose, elle est ici, 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 ici. Entre chaque liaison carbone, là, j'ai de l'énergie. Ces liaisons, c'est un peu comme des ressorts, si vous voulez. Ces ressorts, ils tiennent avec une certaine quantité d'énergie. Quand on casse, grâce à l'oxygène, alors l'énergie est libérée. Ok? Et elle part à l'intérieur de la cellule. Et voilà, c'est ça le projet. Casser le glucose pour libérer l'énergie contenue à l'intérieur. Ce qui fait que mon équation est encore plus correct si je rajoute une certaine quantité d'énergie qui est libérée à chaque fois qu'on casse une molécule de glucose. Alors combien? On va retenir que une mole de glucose, c'est-à-dire 180 grammes de sucre en poudre. Tiens, je l'ai mesuré là. Alors voilà du sucre en poudre. 180 grammes de sucre en poudre, c'est une mole de glucose. Et une mole de glucose, ça libère une quantité environ de 3000 kJ. D'accord? Bon, dans tous les cas, cette énergie-là, il faut que la cellule l'utilise. Et c'est là qu'intervient une petite molécule capable de stocker cette énergie pour tous les besoins de la cellule. Et là, je suis obligé de vous en parler. L'énergie, là, elle n'est pas libérée comme ça dans le jus de la cellule. L'énergie va être stockée dans une petite molécule qu'on appelle ATP. Alors l'ATP
est une molécule essentielle. Chaque jour, vous en fabriquez environ 40 à 60 kilos, c'est-à-dire l'équivalent de votre poids. Alors l'ATP, pour comprendre ce que c'est, il faut traduire ce sigle là. A, c'est pour adénosine, c'est-à-dire que c'est un nucléotide, comme dans l'ADN. Hein. C'est de l'adénine accrochée à du ribose. Et TP, c'est triphosphate, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupements phosphate accrochés à l'adénosine. On remarque que la dernière liaison phosphate est représentée sous la forme d'une sorte de zigouigoui là, qui indique que ce phosphate est facilement décrochable. On peut l'enlever. Alors à quelle occasion ce 3e phosphate s'enlève? Eh bien quand la cellule en a besoin pour ses activités mécaniques ou métaboliques. Et donc regardez comment ça se passe. Quand la liaison là ici se casse, alors l'énergie contenue dans cette liaison là, elle est libérée comme ça, sous forme d'énergie mécanique, etc. Et du coup, ce qui reste, ce n'est plus que de l'ADP, c'est-à-dire 2 liaisons phosphate, plus un phosphate inorganique qui reste à proximité dans la cellule, mais qui n'est plus accroché à l'adénosine diphosphate. Si je veux refabriquer de l'ATP, alors là, il faut que je refixe le phosphate à ce phosphate-là. Il faut que je recrée la liaison. Mais pour ça, il faut donc que j'apporte de l'énergie. D'accord? Comme ça. Voilà. Donc fabriquer de l'ATP, ça nécessite de l'énergie. Il faut de l'énergie pour ressouder les phosphates, là, ça donnera de l'ATP. Et ensuite, la cellule utilise de l'ATP pour ses activités en recapturant l'énergie qui avait été stockée dans l'ATP. Voilà. Alors si vous avez compris ça, maintenant il faut se dire, du coup là, quand je prends du glucose, je le casse, je libère de l'énergie, donc je fabrique de l'ATP. Ok ? Et on va le mettre en chiffres, là. À chaque fois qu'on prend une mole de glucose, on fabrique 36 moles d'ATP. Donc 36 ATP. Voilà, c'est une quantité qu'il faut arriver à retenir. Au fait, en termes de rendement, on a quelque chose qui est assez efficace puisque une mole d'ATP, ça renferme entre 40 et 50 kJ. Là, on avait un peu moins de 3000 kJ. On a donc un rendement qui est de l'ordre de 60 à 70%. C'est-à-dire que la plupart de l'énergie du glucose va se stocker à l'intérieur de l'ATP. Okay, et il y a un peu de perte. La perte, c'est quoi? Ben, c'est de la chaleur. Et la chaleur, on ne sait pas quoi faire avec, donc elle est perdue. Elle nous chauffe le corps, et si on respire beaucoup quand on fait une activité sportive, on va se mettre à chauffer. Okay, c'est pour ça. Entre parenthèses, on fait beaucoup mieux qu'un moteur à combustion comme celui d'une voiture, parce qu'une voiture fait exactement la même chose. Elle prend de l'hydrogène et du carbone, de l'hydrocarbure, ou du pétrole, quoi, hein, avec de l'oxygène qu'elle prend dans l'air, et elle rejette du CO2 et de l'eau. Comme nous. Oui, et dans ce moteur à combustion, là, le rendement est de l'ordre de 30 à 40% seulement. 40% c'est pour les bons diesel bien réglés, 30% c'est le moteur à essence. Alors comment ça se fait qu'on est bien meilleur en termes de rendement que les automobiles? Ben, c'est parce que la biologie procède par étapes. En effet, dans une voiture, vous avez de l'énergie à l'intérieur du carburant qui est convertie en une seule fois, en une seule explosion, là, dans le moteur, en gaz, en dioxyde de carbone, qui s'évacue ensuite dans le milieu. Et ça permet de procurer de l'énergie, enfin de produire de l'énergie, mais en une seule fois. On ne produit pas de l'énergie, on convertit l'énergie chimique en énergie mécanique. C'est donc comme si j'allumais une seule lampe. Je l'allume fort par contre. Okay, mais là, quand je fais ça, j'ai beaucoup de pertes. Alors que le vivant ne procède pas comme ça. Dans le vivant, on procède par étapes. Vous prenez le glucose, vous le dégradez en une autre molécule, ça allume une lampe. Vous le dégradez ensuite en une deuxième, ça allume une deuxième lampe. À chaque fois que là la molécule est transformée, ça fait tourner un petit moteur là comme ça. Puis une autre, etc., etc. Et en procédant par étapes, en libérant à chaque fois une petite quantité d'énergie, on arrive à chaque fois bien la stocker et on a très peu de pertes. C'est pour ça que le rendement est excellent. Ayez ce petit schéma en tête. La respiration ne se produit pas en une seule étape, mais en plusieurs étapes. Voilà, du coup, ça va donner plusieurs équations. Et oui, et du coup, il va falloir les apprendre. Mais avant de préciser ça, il faut penser à autre chose. Pour vous, la respiration, elle est associée aux poumons, c'est-à-dire à la ventilation. Alors c'est complètement faux, les poumons ne respirent pas, mais le sang ne respire pas non plus. Les globules rouges ne savent pas respirer.
Pourquoi? Parce que les globules rouges n'ont pas ça. Ça, si ça c'est une cellule avec sa membrane plasmique, et là le cytoplasme, ça c'est un organite cellulaire. Un organite c'est quoi? Mais un organite c'est un élément figuré dans une cellule, c'est-à-dire quelque chose que je peux voir en microscope. D'accord? Et cet organite, entouré d'une membrane externe et d'une membrane interne repliée, là, qui forme des crêtes, c'est ce qu'on appelle une mitochondrie. C'est elle qui est responsable de la respiration. C'est elle qui sait respirer. C'est elle qui peut gérer l'oxygène et transformer ça en dioxyde de carbone. Okay? La cellule seule, sans la mitochondrie, ne peut pas le faire. Bon, alors par contre, en laboratoire, on peut très facilement le faire. C'est peut-être même un TP que vous avez fait en classe. Hein. On prend des tampons phosphate, un marteau pilon pour bien broyer les cellules. Là, on détruit la cellule complètement, pof, 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 et on prend, grâce à des filtres, les mitochondries toutes seules. On leur donne de l'oxygène, donc c'est ce graphique-là, là. Au cours du temps, on donne de l'oxygène aux mitochondries au départ, une certaine quantité comme ça, et on leur donne du glucose, ici, voilà. Et là, surprise, les mitochondries ne respirent pas le glucose. La preuve, la quantité d'oxygène continue à être stable et constante, donc il n'y a pas de respiration. Le glucose n'est pas le substrat de la respiration. Ah, alors là c'est une catastrophe, parce que finalement cette équation-là, ça veut dire que c'est un bilan, mais en réalité elle n'a jamais lieu. Et non, elle n'a jamais lieu. Jamais l'oxygène transforme le glucose en CO2 et en eau. Et voilà. Ainsi va la biologie. En réalité, pour qu'une mitochondrie respire, c'est-à-dire utilise l'oxygène et produit du CO2 au fait, hein, eh ben, il lui faut du pyruvate. Pyruvate, ça s'écrit comme ça. On dit aussi acide pyruvique. Et c'est ça le vrai substrat de la respiration. En fait, quand on respire, on dégrade du pyruvate en CO2 et en eau en consommant de l'oxygène. Et alors là, vous allez me dire, mais bon sang, finalement c'est très compliqué ça. Oui, mais pas tant que ça. Regardez, en fait c'est simple, c'est ce petit dessin que je vous ai montré là. Si on part avec du glucose, là, au départ, on le transforme en autre chose, donc du pyruvate. Alors en fait, ça se fait en plusieurs étapes, hein, en réalité, hein, je schématise. Et après, le pyruvate lui-même est transformé en CO2, et là, en je sais pas quoi, parce que j'en ai fait un de trop, en réalité, dans mon dessin, là. Mais en procédant par étapes, vous voyez, on dégrade progressivement, et c'est comme ça qu'on arrive à faire plein d'ATP. Alors, comment ça s'appelle, ça? La transformation du glucose en pyruvate. Eh ben, c'est le premier mot de mon titre, ici. La glycolyse. Comme son nom l'indique, c'est la destruction du glucose. Et voilà par quoi on commence. En réalité, la première étape d'une réaction comme celle-là, c'est la transformation du glucose en pyruvate. Alors si je le fais à l'équilibre, ça donne C6H12O6, sans oxygène, sans rien, directement comme ça, avec des enzymes qu'on appelle des déshydrogénases et des décarboxylases. On casse ce truc-là en pyruvate, c'est-à-dire en CH3COCOOH. Voilà. Ça, c'est le pyruvate ou acide pyruvique, là-bas. On fait le bilan tout de suite. On voit que là, j'ai 6 carbones. Là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, il m'en faut 2 comme ça. Voilà. Là, en multipliant par 2, je vais avoir 6 carbones. Tout va bien. Les hydrogènes, on va faire le compte après. Les oxygènes, j'en ai 6. Là, j'en ai 1, 2, 3 fois 2, 6. C'est parfait. Là, je suis bon pour carbone et oxygène. Pour l'hydrogène, on en reparle après. Cette réaction-là est appelée glycolyse. Attention, elle a lieu dans le cytoplasme des cellules. C'est-à-dire qu'elle a lieu ici, là. La glycolyse. Et la glycolyse n'utilise pas d'oxygène. Elle n'a donc rien à voir avec la respiration. C'est pour ça que dans mon titre, je l'ai séparé. C'est la glycolyse, puis la respiration mitochondriale, puisqu'elle a lieu dans la mitochondrie. D'accord? Et à ce stade, il faut qu'on réfléchisse à une chose importante. Cette réaction-là, elle ne produit pas de CO2, ok. Elle n'utilise pas d'oxygène, ok. Mais est-ce qu'elle libère de l'énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'elle permet de fabriquer de l'ATP? Alors, pour le savoir, ça, c'est très simple. Il faut avoir dans le coin de sa tête ce petit dessin-là. À chaque fois qu'on détruit quelque chose,
on libère l'énergie qu'il y avait dedans. Par exemple, là, dans la cheminée qui est ici, elle a une énergie potentielle. Si je fais tomber cette cheminée par terre, je libère l'énergie potentielle qui était dedans en énergie cinétique et pouf, elle tombe. Donc à chaque fois que je casse quelque chose, je libère de l'énergie. Par contre, si je veux fabriquer une maison à partir de pierres tombées au sol, alors là c'est le contraire. Il faut que j'apporte de l'énergie, demander à un maçon s'il y a besoin d'énergie pour fabriquer une maison, réponse oui, même beaucoup. D'accord? Donc quand on construit, il faut apporter de l'énergie. Quand on casse, ça libère l'énergie. Ok? Donc là j'ai du glucose, je le casse en deux. Un glucose donne 2 pyruvates, donc je libère l'énergie de là à là. Et donc je fabrique de l'ATP. Et retenez cette valeur, on fabrique 2 ATP. C'est très important ça. Ces 2 ATP là, la cellule est capable de la fabriquer sans oxygène. Cette réaction métabolique glycolyse, on pense qu'elle existe depuis la naissance des cellules il y a 4 milliards d'années. Et voilà, maintenant on en est là. Et alors là, le monde se divise en 2 catégories. Si j'ai de l'oxygène, alors je vais respirer, et c'est la respiration mitochondriale avec consommation du pyruvate. Mais si j'en ai pas, alors je dois fermenter, ou sinon c'est la mort. Alors on va marquer une pause là, digérez bien tout ce que je viens de vous dire là, et on va passer maintenant à la deuxième partie consacrée à la respiration mitochondriale versus la fermentation.